Matei Vichniek, en français Matei Vichniek, auteur, roman, d'expression française, double nationalité, double identité entre la France et la Roumanie depuis 30 ans. Bon, disons que j'ai commencé à écrire très tôt, que j'ai découvert le miracle de l'écriture en Roumanie quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, que j'ai écrit beaucoup, en Roumanie d'abord, en langue roumaine. J'ai touché un peu à tout. J'aimais écrire tout simplement, de la poésie, des formes courtes. Après, j'ai découvert le théâtre, j'ai écrit beaucoup de pièces avant de venir en France comme réfugié politique en 87. J'avais déjà énormément écrit en Roumanie. Et puis en France, ça a été autre chose, c'est que j'ai débuté en France, c'est-à-dire qu'en Roumanie, oui, mes pieds circulaient un tout petit peu, mais c'est en France que j'ai eu vraiment la chance de rencontrer des gens extraordinaires, des compagnies indépendantes, comme c'est le cas avec Victor Quesada. Et puis j'ai continué l'écriture, ma passion pour les paroles, pour les mots en langue française. Donc j'écris, je pense, depuis 87, 88, 89. J'ai eu quand même besoin de 2-3 ans pour écrire directement en français. Je pense que j'ai écrit une quarantaine de pièces. Double identité, comme je disais, je suis roumain, je suis français, je suis journaliste aussi, je suis écrivain aussi. Donc entre mon métier de journaliste et mon métier d'écrivain, je navigue tous les jours presque. Parfois, l'écrivain que je suis s'inspire du journaliste que je suis, journaliste à RFI. Donc je travaille beaucoup avec l'information, j'essaie de décrypter l'actualité, l'homme, ses contradictions, le monde, dans mes articles à RFI et aussi dans mes pièces et dans mes romans. J'écris toujours mes romans en langue roumaine, mes pièces en langue française. J'ai presque besoin des deux langues pour me retrouver. D'ailleurs, j'ai redécouvert la langue roumaine grâce à la langue française et je redécouvre la France tous les jours. Écrire en français, ça me fait approfondir autant la langue française que la France. Je sais que jusqu'à la fin de ma vie, je vais continuer à approfondir une langue qui n'est pas la mienne, mais qui m'a donné des ailes quand même. C'est la langue française qui m'a fait, comment dirais-je, découvrir un monde francophone déjà, un paysage théâtral extraordinaire en France. Et grâce à la langue française, mes pièces ont pu circuler beaucoup dans le monde. Donc voilà, je suis un exemple d'auteur francophone heureux, il faut le dire. Pourquoi avoir peur des mots? Déjà que j'ai vécu en Roumanie cette expérience de l'utopie communiste quand j'étais jeune, voilà, j'ai été d'une certaine manière sujet d'endoctrination, d'endoctrinement. J'étais sincèrement convaincu quand j'étais voilà, enfant que je vivais dans le pays le plus beau du monde, le plus riche, qui avait l'avenir le plus radieux, le plus lumineux. J'ai connu donc cette musique du pouvoir qui nous hypnotisait d'une certaine manière. La force de l'idéologie et surtout la force de la mécanique du lavage des cerveaux. C'était quand même extraordinaire de découvrir à quel point il y avait un décalage énorme à cette époque-là, dans les pays de l'Europe de l'Est, dans les pays totalitaires, dans le communisme d'État que j'appelle, voilà comme ça, un décalage énorme entre la parole et la réalité. Tout ce que le régime nous racontait, tout ce que les profs nous racontaient, tout ce que la presse nous racontait, les grandes cérémonies où il y avait des milliers de gens invités à saluer le président, le parti, chanter des chants révolutionnaires, fantasmer sur l'avenir, ça c'était un aspect, un peu de théâtre, même plus, même une forme de mascarade sociale. Et à côté, je voyais la pauvreté,
des gens qui faisaient la queue pendant des heures pour s'acheter un kilo de viande ou un paquet de beurre ou un peu de lait. Et, et c'était l'humiliation de tout un peuple devant un président qui était totalement, disons, détaché de la réalité, qui en plus bâtissait au milieu de Bucarest, rasé d'un tiers, un palais gigantesque qu'il voulait que ce soit son Versailles à lui. Un palais aussi grand que le Pentagone à Washington. Donc, ce sont des fragments de réalité, de douleur qui m'ont poussé à écrire un peu plus tard une pièce qui est une comédie sur, en effet, le lavage de cerveau. C'est cette réalité vécue qui m'a fait ensuite à garder une distance par rapport à toutes les idéologies. Parce que pour moi, c'est tellement facile de proposer des solutions à travers les bonnes paroles, des belles paroles par exemple. Il y a un gourou qui arrive devant toi et qui te dit « J'ai une solution, bougez pas, je sais ce qu'il vous faut, je sais comment il faut vous organiser, croyez-moi, je peux résoudre tous vos problèmes, il faut seulement suivre ma voie. » C'est un peu comme ça que ça se passe dans toutes les idéologies et aussi dans les idéologies marquées par la religion. Il y a quelqu'un qui vient vous dire « j'ai une solution scientifique pour résoudre vos problèmes » ou « j'ai une solution qui vient d'en haut, qui m'a été révélée pour résoudre vos problèmes ». J'ai écrit une pièce sur ce que j'ai vécu, sur la mécanique du lavage de cerveau que j'ai connu. Il y en a d'autres. J'ai découvert d'ailleurs, une fois installé en France, comment ça marche, la mécanique du lavage de cerveau de la société de consommation. Lorsqu'on voit à quel point on nous propose d'acheter 1 million de produits dont on n'a pas besoin, à quel point on est pressé pour suivre des modes ou être tout le temps branché ou tout le temps tendance ou s'armer toujours avec les derniers cris de la technologie dont on n'a pas toujours besoin, je me dis que ça ne s'arrête jamais. Il faut être toujours, pour être citoyen et ne pas devenir consommateur, il faut être toujours prudent, garder une forme de lucidité. Donc une pièce comme la mienne, ça parle d'une fascination maladive devant une forme de promesse qui était creuse, cette promesse, et qui a fait aussi beaucoup de dégâts. Des familles, des gens, des millions de gens sacrifiés, humiliés, des vies détruites. Et j'ai vu ça, et ça continue d'ailleurs dans certains pays du monde. Oui, absolument. Il y a d'ailleurs cette réplique dans ma pièce. Les malades mentaux, à la fin, pour se rassurer, commencent à crier « Staline n'est pas mort ». D'ailleurs, ceux qui les manipulent, le personnel de l'hôpital, voilà, les encourage à crier « Staline n'est pas mort ». Voilà. Parce que c'est rassurant parfois, savoir que le père des peuples n'est pas mort, qu'il a un pouvoir qui vieillit, qui veille, Aujourd'hui, nous vivons une époque où le mythe de l'homme fort revient. On le voit en Russie, on le voit en Turquie, on le voit maintenant dans d'autres pays comme voilà, le Brésil. Le mythe de l'homme fort, c'est étonnant comme ça revient après l'échec de la démocratie dans certains pays. Dans certains grands pays. En Chine, on a à nouveau le mythe de l'homme fort. Par exemple, Xi Jinping, il est parti pour être président pour toute la vie, séparé avec Poutine, Vladimir Poutine. Il a été président, après Premier ministre, encore président, encore Premier ministre. Après, il a renoncé totalement, même au simulacre de la démocratie. Président à vie. En Turquie, il y a 15 ans, la Turquie était donnée comme un exemple de réussite en ce qui concerne ce rapport entre démocratie et culture musulmane. Voilà, c'était le premier pays musulman où la démocratie avait la chance de réussir.
c'est pas pour rien que la Turquie frappait aux portes de l'Europe et on avait commencé des négociations sérieuses pour l'entrée de la Turquie en Europe. Et non, voilà, il y a Erdogan qui vient avec une nostalgie ottomane, impériale, et ça recommence, président à vie. Et tout ça après un cycle de triomphe de la démocratie, parce que au moment de la chute du communisme, du communisme d'État dans les pays de l'Europe de l'Est, il avait par exemple cette conviction que rien ne pouvait plus s'installer ou arrêter la démocratie dans le monde. C'était gagné, la démocratie devait gagner des territoires de plus en plus grands et c'était parti sur une quinzaine d'années du triomphe de la démocratie. J'ai vécu ça, cette époque-là, après la chute du communisme, avec l'intégration des pays de l'Europe de l'Est dans l'Union européenne. Et peu à peu, voyons que cet idéal commence à s'effriter où il y a des échecs dans beaucoup de pays. Donc voilà, ma pièce, si vous voulez, d'une certaine manière, elle est rattrapée par l'actualité politique, par une réalité, parce qu'on voit en ce moment que la démocratie est en recul. Elle est contestée même en France. On a eu un débat extraordinaire d'ailleurs sur comment réinventer la démocratie. Est-ce qu'il faut réinventer totalement, partiellement? Il faut renoncer à la démocratie représentative pour passer à la démocratie directe. Mais c'est quoi ça, la démocratie directe? Est-ce qu'elle peut marcher? La démocratie directe sans intermédiaire, est-ce que elle peut marcher? C'est un débat extraordinaire. Je suis d'ailleurs content que j'ai assisté à ce débat. Mais ça prouve que les gens ressentent, même dans les grands pays à grande tradition démocratique, une frustration. Ça ne marche pas automatiquement. Et on a la preuve que la démocratie, c'est quelque chose de très fatigant. Il faut réfléchir tout le temps, il faut se battre tout le temps, discuter tout le temps, accepter des débats en contradictoire, voilà, tout le temps. Tandis que d'une certaine manière, là je rigole, bien sûr, j'exagère, l'autoritarisme, c'est tellement calme. Voilà, il y a un seul pouvoir, un seul parti, une seule direction. Les gens sont très souvent déçus, mais au moins ils savent qu'on ne peut rien faire, alors on s'occupe d'autre chose. Je me rappelle moi-même à quel point en Roumanie, lorsque j'étais jeune, on savait que ce n'était pas possible de s'opposer au pouvoir totalitaire, alors on faisait quoi? On cherchait ailleurs les réponses, dans les lectures, dans la littérature, dans les arts. La vie politique, c'était zéro énergie, ou zéro énergie investie dans l'espace public. Toute l'énergie était investie dans des espaces, de refuge. Je pense que c'est important que Victor et sa compagnie jettent un nouveau regard sur cette pièce. J'espérais que, voilà, qu'elle soit vaincue ou délogée par la réalité, qu'elle devienne une pièce de musée, mais non, elle est encore une pièce de théâtre vivante. Ça a été une grande révélation pour moi de voir que mes pièces pouvaient être lues, montées, interprétées, repensées grâce à leur total comment dirais-je, décryptage, à leur total décryptage en langage clownesque. De toute façon, moi j'aimais déjà beaucoup les clowns, même en Roumanie, j'avais écrit une pièce pour les clowns, ça a été la première pièce d'ailleurs que Victor Kezad a montée, mais je n'avais pas cru que mes autres pièces pouvaient aussi passer ou avoir à gagner, pouvaient gagner en expressivité, en profondeur, grâce à ces mises en scène et à ces mises en lecture en langage clownesque. C'est sa spécialité d'ailleurs, c'est la manière dont Victor sait lire le monde, c'est interpréter le monde, c'est voir les gens d'aujourd'hui, leurs contradictions, leur petitesse et aussi leur grandeur. Le langage clownesque, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une
nouvelle manière une nouvelle manière de transmettre des messages, de creuser à l'intérieur d'une pièce, de projeter d'autres émotions et provoquer les gens de lire d'une certaine manière et de voir autrement, même des pièces classiques, parce que comme j'ai vu ces autres pièces montées en langage clownesque, par exemple, c'était Arturo Ui. Je suis toujours fasciné par les clowns, par ce langage qui me paraît à la fois original, nécessaire et capable de forer très loin, d'aller très loin dans notre tentative à tous de déchiffrer le monde. Le public est lui aussi très vite ébloui, conquis, parce que d'une certaine manière, on est tous un peu les marionnettes, les clowns tragiques d'une société qu'on ne comprend pas vraiment. Et très souvent, dans ce monde, les bouffons qui servaient autrefois les rois sont devenus aujourd'hui les rois du monde. On voit des bouffons, des clowns tragiques un peu partout à prendre le pouvoir. Le bon vieux clown d'autrefois qui était gentil, généreux, qui nous faisait rire en pleurant et pleurer en riant, il a été délogé par d'autres clowns cruels, cyniques, qui dirigent en ce moment des pays importants et qui essayent d'imposer une nouvelle ordre mondial en langage clownesque tragique. Donc voilà comment ces deux mondes, il y a un renversement entre le vieux bouffon, le fou du roi qu'on appelait autrefois, qui servait le roi et qui avait un rôle extraordinaire parce qu'il était parfois le seul à avoir le droit de dire la vérité, de se moquer du roi, d'avoir plus de liberté que les autres. Être clown, bouffon autrefois, c'était assumer des espaces de liberté. Et maintenant, les clowns tragiques ou les bouffons tragiques qui ont pris le pouvoir détruisent la liberté. Silvio Berlusconi en Europe, ça a été un bouffon tragique. Je pense maintenant à Donald Trump, c'est un bouffon du monde contemporain, impensable, même pour l'histoire de la démocratie américaine, il y a 5 ans. Et voilà pourquoi je pense que sa méthode pour déchiffrer le monde, pour nous expliquer, nous raconter le monde et faire du théâtre, c'est à la fois d'un grand courage, d'une grande beauté et comme toujours chez lui, d'une grande poésie. Or la poésie, c'est une manière de comprendre le monde. C'est un instrument pour aller plus loin dans ce que nous devons faire tous, nous comprendre et comprendre le monde où nous vivons.